Salut les amis, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler de méthodes archaïques pour laver le sol, de la face cachée d'Elvis, et d'ados en surpoids qui ont un peu trop joué à Street Fighter. Aujourd'hui, on va parler de l'hypnose dans les arts martiaux. Alors certains l'ignorent probablement, mais en plus d'être passionné de sciences humaines, je suis aussi passionné d'arts martiaux depuis ma plus tendre enfance. Alors pour une fois que j'ai la chance et l'opportunité de faire une vidéo qui réunit un peu mes deux passions, vous pensez bien que je vais pas me faire prier, donc c'est pas impossible que je refasse derrière d'autres vidéos sur les liens entre l'hypnose et l'art martial, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, ce sont deux activités connexes. Donc pour l'instant, je vais surtout me concentrer sur un seul aspect, notamment un aspect qui est extrêmement polémique, parce que sur le web, il y a beaucoup de gens qui s'excitent derrière les claviers, c'est ce qu'on appelle le non-contact. En plus, j'ai remarqué que très peu de gens comprennent réellement ce qui se passe et que ce qui se joue quand ils voient du non-contact. Donc, qu'est-ce que c'est que le non-contact? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut l'expliquer scientifiquement, en tout cas sans avoir recours à des hypothèses mystico-gélatineuses, New Age, etc. C'est ce que je vous propose. C'est parti. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste, et pour celles et ceux qui découvriraient un petit peu mon travail, il me semble pas inutile de revenir rapidement sur une notion essentielle pour la suite de l'exposé. Il s'agit bien sûr du conflit mimétique décrit par l'anthropologue René Girard. Je ne vivrai jamais sans René. Alors pour faire très vite, un enfant quand il naît, il ne connaît pas ses désirs. Il ne désire rien, alors il peut avoir faim, soif, froid, sommeil, etc. Mais en fait ce ne sont que des pulsions liées à la satisfaction de désirs biologiques. En fait c'est une machine organique, plus ou moins, un enfant quand il naît. Là quand je dis qu'un enfant ne connaît pas ses désirs, c'est au sens philosophique de que désirer. La grande question, que désirer. Ce que nous dit René Girard, c'est que le désir va se construire au travers d'un conflit, en fait, d'une opposition à autrui, pour obtenir l'objet du désir. C'est deux enfants comme ça, et puis il y en a un qui voit le premier enfant qui joue avec quelque chose et qui désire très fortement ce jouet, l'autre enfant va se dire « Ah, donc le jouet est désirable », et là il va commencer à ressentir du désir pour le jouet, pour l'objet de gratification, etc. Dans un tel univers, chacun a intérêt à augmenter ses capacités, en fait, pour réussir à obtenir ce qu'il désire. Monsieur Girard, c'est monstrueux! Oh non! Puisque toute la création des désirs se fait par la friction, par la rencontre avec un autre sujet qui désire la même chose. Donc il y a énormément d'affrontements, donc plus on a de capacité, notamment à s'imposer, plus on va obtenir augmenter les chances d'obtenir ce qu'on désire. Alors c'est généralement motivé par de tels motifs inconscients que beaucoup de jeunes gens poussent la porte d'un dojo, on va dire, vers le début de l'adolescence ou le jeune âge adulte. D'un certain point de vue, le conflit mimétique, comme ça, c'est un peu une espèce d'ombre jungienne des arts martiaux, comme une espèce de cave ou de grenier inconscient laissé à l'abandon. Beaucoup de gens ne se rendent pas du tout compte de ce qui se rejoue dans la pratique des arts martiaux en général. Moi qui ai passé donc beaucoup de temps dans le milieu des arts martiaux, vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai entendu ce genre de phrases telles que nous, on est les véritables héritiers de notre école de Jiu-Jitsu, de Kung Fu, de Penchak Silat, de tout ce que vous voulez. Ce sont des phrases que j'ai entendues dans les vestiaires ou par différents instructeurs, etc. Avec cette espèce de syndrome de l'élu comme ça, qui n'est jamais qu'une manifestation du conflit mimétique et de la friction entre nous, donc les bons, les justes, et les autres, etc. C'est une manière de vivre une forme de souveraineté toute puissante de son désir d'être compétent et d'être fort. Et j'ai également vu énormément de clubs encourager comme ça des espèces de pulsions régressives grégaires dont on a déjà parlé dans les précédentes vidéos, notamment dans les vidéos 26 et 27 de la chaîne qui traitaient donc de l'endoctrinement des militaires et de la logique sectaire en général. Et c'est vrai que c'est assez évident parce que beaucoup de jeunes adeptes poussent la porte d'une salle d'arts martiaux dans un état que moi je vais appeler un état de vide de soi,
et que, dans un premier temps en tout cas, la pratique peut avoir cette finalité d'essayer de faire en sorte que l'adepte se sente vivre. L'adepte rentre et pousse la porte d'un dojo sans savoir trop qui il est, ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il désire vraiment au fond de lui. En fait, il ne se connaît pas et il va en fait confirmer le fait qu'il est bel et bien vivant dans une pratique un peu comme certains font des sports extrêmes, parce que quand tu fais du surf comme ça hors piste ou des trucs vraiment, vraiment dangereux, et ben il y a cette poussée d'adrénaline qui fait qu'on se sent pleinement vivant. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça pour se sentir pleinement vivant? Ben c'est en général qu'on ne se sent pas pleinement vivant juste là, quand on est posé, tout simplement. Et donc du coup, à ce stade-là, la pratique est une espèce de psychodrame. On a des gens comme ça qui se mettent à deux, machin, qui font des trucs avec une espèce de contraction musculaire qui permet en fait par le biais du corps et de la tension du corps de se sentir exister. Voilà. Et donc à ce stade-là, la pratique tient plus d'une forme de psychodrame ou de remise en scène en fait du conflit mimétique décrit par René Girard, dans lequel il y a deux personnes qui s'affrontent et il y en a un qui terrasse l'autre, et donc cette personne-là va être le gagnant, le dominant. Donc c'est un psychodrame où chacun se donne le petit moment de gratification d'être celui qui va dominer l'autre et s'imposer à l'autre. En fait, c'est une réaffirmation des mythes fondateurs où sont personnifier en fait le bien et le mal comme dans des fêtes de village. Tu t'engages formellement sur l'honneur à ne plus faire de bêtises l'année prochaine. D'accord. D'accord qui Monsieur le père Fouettard, c'est bien, bonne formulation. Ça me semblait essentiel de reposer avec vous qu'est-ce que c'est qu'un conflit mimétique, parce que, en fait, dès qu'on va aborder la notion de non-contact sur Internet, vous allez voir que se rejoue quasi instantanément un conflit mimétique dès que vous présentez à des gens ce genre de vidéo. Ce qui est mais archi classique dès qu'on étudie la chose, c'est que vous avez des gens qui, observant donc ce type de vidéo, se disent qu'est-ce que c'est que ce genre de guignol. Je dis pas qu'ils ont pas raison, mais on va voir ça après. Mais ils se disent qu'est-ce que c'est que ce guignol. Du coup, eux vont tout de suite s'affubler du manteau de la raison, du pragmatisme, du scepticisme, de l'efficacité. Et ils vont projeter sur les gens qui font à distance comme ça, ils vont projeter dessus l'incompétence, le charlatanisme, etc. Donc là, on est dans un conflit mimétique où il y a une personne qui a tous les vices du monde, l'autre personne qui a toutes les vertus du monde, et on se raconte comme ça qu'il y a le bon, le méchant, etc. Et on est vraiment dans une vision du monde super étriquée et super simpliste, en fait. Le problème, c'est que, outre le fait qu'on nage comme ça dans le conflit mimétique, on perd quelque chose. Pour ça, je vous renvoie à la précédente vidéo, qu'est-ce qu'on perd quand on gagne un débat. Mais ce qui est sûr, c'est que se moquer comme ça de personnes a une vertu psychologique apaisante. Pendant qu'on est en train de pointer du doigt l'autre et de dire « Oh les cons !», on en oublie pendant quelques instants sa propre médiocrité. Bien, cette introduction étant maintenant faite, on va pouvoir attaquer le vif du sujet avec un peu de rigueur intellectuelle. Parce que un des biais que je vois le plus souvent, ou que j'entends le plus souvent dès qu'on aborde le sujet du non-contact, c'est de penser et de considérer que dès qu'il y a un mec qui fait ça et un autre qui se jette, il s'agit forcément du même phénomène. Et bien, en fait, c'est pas rigoureux du tout. D'autant que, comme penser, c'est faire des catégories, à ce jour, j'ai répertorié plus d'une dizaine de théories différentes qui permettent de comprendre et d'étudier le phénomène du non-contact dans les arts martiaux. Alors, aussi étrange qu'il puisse paraître à certains, j'ai pas vraiment retenu toutes les théories pré-rationnelles qui évoquent le ki, le chi, le prana, la mana, l'énergie interne, les machins cosmiques trucs. Pourquoi ? Parce que ça ne passe simplement pas le principe scientifique du rasoir d'Occam. Voilà. Donc je vous propose là une liste qui est probablement pas qui n'est pas exhaustive, mais enfin que je trouve quand même assez complète sur les différentes manières d'expliquer des phénomènes de non-contact. Vous allez voir que parfois ces différentes théories explicatives peuvent être poreuses, et qu'une seule théorie n'explique pas forcément tout. Il y a souvent plusieurs raisons qui sont imbriquées dans un même phénomène, mais pour mieux comprendre ce qui se passe, ça me paraissait intéressant de produire une grille de lecture assez spécifique, quitte à parfois être très légèrement redondant. Ça fait un moment déjà qu'on comprend assez bien les différents mécanismes à l'œuvre dans les séances d'hypnose de spectacle comme ça. Vous
êtes là, il y a quelqu'un qui monte sur scène, et puis il y a un hypnotiseur très charismatique qui est là, tout le monde a payé pour voir le spectacle de cet hypnotiseur, et puis l'hypnotiseur dit à une personne, maintenant vous êtes un poulet, etc. Puis la personne fait le poulet, alors tout le monde rigole, etc. Mais en fait, à l'intérieur, la personne elle pourrait très bien ne pas faire le poulet, c'est juste que par un certain nombre de tests, on a sélectionné plus ou moins les gens qui vont jouer le jeu pour pas casser la baraque de ce soi-disant hypnotiseur. Voilà, c'est une forme d'empathie, on va quand même pas casser toute la dynamique sociale. D'autant que certaines expériences de psychologie sociale, je pense par exemple aux expériences de Solomon Asch sur la conformité sociale, le conformisme social, ont montré que ce genre de choses pouvait avoir lieu sous le seuil de conscience. Voilà. Et ben là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que si la dynamique sociale, elle réunit, je sais pas, 200 personnes, que tout le monde a payé, parfois un petit peu cher, que globalement l'ambiance est sympa et que tout le monde rigole et passe un bon moment, il faut une certaine forme de force de caractère comme ça pour briser un peu le consensus social. Ici, par exemple, on voit bien que l'attaquant s'inhibe, ce qui passera dans l'œil du néophyte pour une forme de pouvoir du maître ou d'hypnose ou de choses comme ça, alors qu'en fait, c'est surtout l'attaquant qui fait tout le boulot pour maintenir la cohérence du groupe et la dynamique sociale. Alors, les facteurs psychologiques de fascination. En fait, il va s'agir d'un ensemble de transes hypnotiques, ça peut être de la régression en âge, de l'amnésie, etc., pour ceux qui connaissent un peu l'hypnose, qui vont amener, en fait, à surestimer un individu. On va prendre un individu, on va le piédestaliser, on va penser qu'il est ontologiquement supérieur, et on va commencer à le regarder comme ça. En fait, c'est une stratégie pour ne pas avoir à vivre certains manques affectifs initiales. Et en fait, on va se créer comme ça une espèce de papa ou de maman, de substitution plus ou moins parfait, voire quasiment divin, avec un pouvoir, une capacité extraordinaire comme ça. Voilà. Une autre variante de ça, c'est plutôt que de mettre la personne au-dessus, c'est soi-même de s'amputer, en fait, là encore, par différentes transes hypnotiques, de ses propres capacités, de ses propres ressources, en fait. Et à la fin, l'individu se vit de façon tellement diminuée, regardez par exemple dans cette vidéo, là ici on voit bien que l'individu se bloque tout seul, voilà. Il se maintient lui-même dans une image de lui caractérisée par l'incapacité et l'inhibition de l'action. Alors bien sûr, le procédé est en général ensuite rationalisé pour préserver la bonne image de soi, le narcissisme nécessaire. Oui, c'est beaucoup plus acceptable pour l'image de soi d'être projeté par un individu ayant des capacités extraordinaires que de réaliser qu'on a à l'intérieur un petit enfant qui a pas eu, qui souffre, qui est abattu, qui est complètement déprimé, etc. Évidemment, c'est beaucoup plus gratifiant. Et donc ça va amplifier tout ce cirque, quoi. Dans une variante de ce phénomène, on n'est plus en train de diviniser un individu, mais justement, on veut tellement que le papa soit, le papa absent, historiquement absent, soit parfait et tout-puissant, qu'en fait un individu ne suffit pas à incarner ça, parce qu'un individu est forcément un petit peu faillible à certains moments. Donc dans ces cas-là, on va projeter tout le papa idéal fantasmé sur un symbole, une divinité, ou le symbole qui la représente, comme dans cette vidéo. Les facteurs culturels peuvent également jouer, c'est un facteur qui est assez proche du facteur numéro 1 qu'on a déjà vu, la psychologie sociale, mais quoique un tout petit peu différent si on regarde bien. Au Japon, par exemple, dans la culture japonaise, qui fonctionne énormément de façon justement grégaire, l'ordre social est extrêmement important au Japon, l'individualité a très 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 peu de place, et il n'est pas rare de voir des individus qui sont totalement prêts à se sacrifier pour protéger l'ordre social. Donc de la même façon, ici dans cette vidéo, on voit par exemple ce que j'appellerais une jolie chute de politesse, qui a comme vertu de préserver la dynamique sociale. Parfois, le mouvement comme ça de non-contact, en fait, n'a même pas vocation à être appliqué dehors dans un contexte de rue. Je veux dire, c'est même pas le propos. Parfois, en fait, ça ne fait que raconter une histoire, un petit peu à la manière de nos films de KPDP ou de nos reconstitutions historiques. Un point de voltige, une mouche, décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi,
Je touche. Il me manque une rime en neutre. Dans ce cas-là, c'est même plus des arts martiaux en fait, hein, et on aurait bien tort de prendre ce genre d'interaction corporelle pour une discipline qui aurait vocation à être appliquée dehors dans un contexte d'opposition. Il s'agit probablement de la méthode la plus intéressante pour les personnes qui sont intéressées par quelque chose de pragmatique, d'efficace sur le terrain dans une situation non complaisante. Il s'agit simplement en fait d'abuser le cerveau et de le mystifier en fait à la façon d'un pickpocket ou d'un prestidigitateur. Dans cette vidéo par exemple, on voit Lavrov qui abuse le cerveau de son partenaire pendant que le cerveau justement recalcule les nouveaux paramètres. Il est simplement dans un état de surcharge cognitive. En fait. Et il est donc beaucoup plus facilement hypnotisable. Hein. On voit qu'il enchaîne d'ailleurs par une manière de faire qui est rendue possible uniquement par la dynamique sociale, etc. Donc là, il mélange en fait deux façons de faire. Mais là, nous parlons vraiment uniquement de la façon qu'il a de mystifier le cerveau pour établir le contact. Dans une situation réelle, il aurait fallu frapper ou s'enfuir, ou en tout cas agir de manière beaucoup plus pragmatique et décisive. Les habitudes motrices. Plus on s'entraîne à un geste, plus on crée des connexions neuronales qui vont rendre ce geste aisé et facile, des raccourcis cognitifs qu'on appelle des chunks. C'est pour ça qu'au départ, quand on jongle, on sait pas trop, on est obligé d'y penser à fond, alors qu'au bout d'un moment, on peut faire du skateboard tout en racontant une histoire en même temps. Bon. On peut jouer comme ça sur les habitudes motrices des gens pour finir par les projeter sans les toucher. Regardez ici par exemple, vous avez une technique d'aïkido qui s'appelle Ushiro Kiriotoshi, et les différents intervenants comme ça l'effectuent de manière de plus en plus à jouer sur les habitudes motrices de la personne jusqu'à finir par du non-contact. Ouais, le petit problème, c'est que ça ne marche que sur des gens dont on connaît les habitudes motrices, et ça ne marche pas du tout sur des gens dont on ignore tout, c'est-à-dire dehors. Alors que le point précédent marchait sur des réflexes conditionnés du corps humain qui sont complètement, qui sont naturels en fait. Alors les habitudes motrices qu'on vient de voir mettent du temps à se former, mais on a un raccourci, on peut en créer très vite. Comment ? En traumatisant le corps. C'est ainsi que j'ai le souvenir d'avoir vu un haut gradé qui, à chaque fois qu'il y avait des nouveaux qui venaient, commençait systématiquement par les sécher. C'était assez pratique, comme ça il les assujettissait psychologiquement, tout le monde vivait dans la peur, et donc à la fin effectivement il pouvait les projeter sans les toucher, bien sûr, le problème c'est que dans la rue il faut déjà réussir à frapper puissamment quelqu'un avant de le projeter comme ça, et puis en général quand on l'a frappé, très puissamment comme ça, on a souvent mieux à faire que de le projeter sans le toucher, histoire de dire qu'on l'a projeté sans le toucher. Donc c'est totalement inapplicable en self-défense. Éventuellement, ça peut avoir un petit intérêt, histoire de savoir jouer sur un corps qui a très peur de nos poings, pour réussir à le diriger psychologiquement, et donc ainsi, quand on a pris un petit avantage, à le transformer en gros avantage. Mais enfin bon, on est loin de... et la personne qui s'en va. Alors, la sensitivité émotionnelle, oui, alors c'est sûr qu'effectivement, après s'être pris une grosse patate en plein plexus, en général, le corps est un petit peu plus sensible, un peu plus sensitif, hein, c'est la même logique que les enfants battus, hein, vous savez probablement qu'au bout d'un moment, les enfants battus, quand ils se sont pris plein de rousses, au bout d'un moment, ils sont capables de sentir, de prédire l'humeur de la personne qui les bat, souvent le père, simplement au bruit qu'il fait dans l'escalier quand il monte les marches, hein. C'est incroyable les ressources qu'on est capable de débloquer en situation de survie, hein. Mais bon, ça a un coût assez élevé en termes de logique traumatique, donc fatalement, moi je vais pas souhaiter ça à mes étudiants, ni à aucun autre être humain bien sûr. Donc la sensitivité émotionnelle, vous avez des gens comme ça qui sont simplement très à l'écoute, simplement de leur corps, du corps de l'autre, de leurs émotions, des émotions de l'autre. Notamment chez les comédiens d'improvisation, hein. Le théâtre d'improvisation est une belle discipline qui développe très bien ce genre de capacité, ou parfois certains danseurs aussi, qui ont l'habitude de travailler à plusieurs. Ici dans cette vidéo, vous avez Hino Akira Sensei qui fait une démonstration et qui joue comme ça sur la sensitivité qu'il y a entre lui et son partenaire pour réussir à le faire se déplacer sans le toucher. Voilà, pour la petite anecdote, il semblerait, moi je parle pas japonais couramment, mais il semblerait que, à ce qu'on m'en ait dit, le partenaire sur qui il fait ça est donc un présentateur télé qui est aussi comédien et qui donc dispose probablement de ce type de sensitivité. Voilà.
y avait un type de non-contact qui m'avait laissé perplexe pendant longtemps, parce que j'arrivais pas à l'expliquer avec les différents autres facteurs de façon satisfaisante en tout cas. Je sentais bien qu'il me manquait quelque chose. C'est celui-ci. Dans cette vidéo, on voit des Russes comme ça qui projettent des jeunes gens sans les toucher. Et puis il y a quelque temps, on m'avait raconté que en fait, pendant la guerre froide, les services de renseignement russes avaient comme ça laissé fuiter un certain nombre de ces vidéos qui montraient ce genre de choses, avec comme idée que peut-être les Américains qui tomberaient là-dessus se diraient mince, les Russes ont trouvé des choses concernant l'énergie psychique, ils sont en avance sur nous, il faut qu'on les rattrape très très vite, et donc de faire en sorte que l'administration américaine débloque des moyens humains, des crédits, du temps, etc., pour rattraper scientifiquement leur retard là-dessus. Et du coup, c'était des crédits, du temps et des moyens humains qui étaient dépensés là-dessus et qui n'étaient donc pas alloués à d'autres notions qui auraient pu éventuellement donc faire pencher la guerre du côté américain. Donc en fait, c'est de la pure désinformation. Voilà, donc si cette anecdote est vraie, je trouvais ça savoureux et intéressant de le mettre à la fin pour finir ces points d'explication du non-contact, puisqu'on n'est pas forcément que dans la neurophysiologie ou la biologie ou la psychologie sociale. Voilà. Bon alors voilà, comme vous avez vu, il y a un petit peu de tout, il y a des trucs franchement névrotiques, il y a des choses utiles, il y a des choses qui relèvent d'un travail un petit peu avancé, un petit peu fin dans le travail du non-contact. Là encore, chacun voit midi à sa porte, chacun passe le temps qu'il veut à travailler là-dessus, bien évidemment. Moi, mon propos, c'était simplement d'éviter, de vous proposer une grille de lecture comme ça qui évite les grosses analyses au tromblon où on explique les phénomènes par un seul truc simpliste comme ça, et où on rejoue en fait le conflit mimétique, genre oh, c'est des cons, moi je suis intelligent. Non, c'est un petit peu plus fin, c'est un peu plus complexe, un peu plus nuancé que ça. Voilà, j'avais envie de partager avec vous cette grille de lecture. Voilà. Ce qui me semble clair, c'est que dans une situation de self-défense, ça fait appel aux émotions. Parce qu'un conflit, c'est motivé par des émotions. Et qu'il n'est pas absurde de comprendre les émotions de l'autre, de comprendre les siennes, de les étudier, et au-delà de ça, de comprendre le fonctionnement de l'attention. C'est un point commun à l'hypnose et aux arts martiaux quand ils sont pratiqués avec un petit peu d'intelligence et de finesse. De ce point de vue, on peut considérer qu'une frappe, ça peut être considéré comme une façon de modifier la conscience d'autrui. Hein. Ça peut être pour qu'il nous oublie. Hein. C'est vrai que quand moi j'ai des souvenirs d'avoir pris des frappes où j'étais tellement sur la douleur de mes organes que j'avais complètement oublié qu'il y avait d'autres personnes autour de moi à ce moment-là. Donc ça peut être très 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 intéressant pour ça. Ou à l'inverse, frapper quelqu'un, ça peut être aussi une manière d'obtenir sa pleine attention. En gros, ça crée une forme de circulation émotionnelle qui va favoriser les injonctions hypnotiques ultérieures. Ici, vous avez par exemple un travail qui va vers une transe plutôt basée sur la relaxation, par exemple. À terme, comme ça, on peut développer des frappes qui vont détendre, qui vont apaiser la personne frappée. Et où là, on n'est plus du tout dans le conflit mimétique de Girard et dans l'opposition, la friction, le fait de s'imposer à l'autre. En fait, au bout d'un moment, on apprend à générer des frappes qui vont incarner dans les faits ce que Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, appelle l'usage protecteur de la force. Ça va être des frappes qui vont dire éventuellement non, qui, si la personne insiste, vont le détendre, mais où on va pas forcément chercher justement à le détruire dans son intégrité, dans son être. J'ai formé comme ça des gens, des psychomotriciens notamment, qui m'ont fait des retours assez sympas de l'usage qu'ils ont fait de ce que je leur avais appris dans les arts martiaux quand ils l'appliquaient dans des hôpitaux. Avec des patients, c'est-à-dire pas forcément des gens où tu dis « ouais, je vais lui péter la nuque », oui, parce qu'après on a un gros problème, mais qui étaient des patients qui pouvaient pour autant être violents parfois.
Et j'ai notamment comme ça des petites anecdotes justement d'un de mes élèves psychomotriciens qui m'avait dit qu'ils avaient reçu comme ça une formation à base de Krav Maga où dès qu'il y avait un résident, un patient qui était un petit peu violent, il se mettait à deux dessus, il bloquait comme ça avec une clé. Du coup le gars il se sentait atteint dans son intégrité physique, c'était terrible, et il y avait eu en fait une hausse de la violence du personnel hospitalier sur les résidents à l'issue de cette formation. Ce qui était donc une parfaite antitélie, c'était totalement contre-productif. Et ce qui était très intéressant, il me racontait justement après une formation, après quelques semaines de formation avec moi comme ça, comment il y avait eu un résident qui lui avait sauté dessus par surprise, et où comment au moment où il avait senti le gars sur lui, au lieu de se tendre, il s'était détendu, il avait roulé avec lui, il l'avait contenu, mais comme il n'était pas dans la peur, il avait été capable de commencer à le tenir, à le contenir un petit peu, alors qu'en fait l'autre avait juste besoin d'être contenu, et à force il avait commencé à le masser, etc. Et à la fin ils avaient rigolé ensemble, comme un enfant rigole dans les bras de son papa quand il a simplement envie d'être contenu. Voilà. Donc on peut aller petit à petit vers ce genre d'application de frappe que je trouve pas inintéressant du tout. Donc voilà, ça peut être intéressant de bosser comment est-ce qu'on affecte l'émotion, l'état de conscience de quelqu'un d'autre par le biais de nos frappes, et de pas simplement frapper en étant prisonnier du conflit mimétique, de c'est moi le plus fort, je vais te faire très mal, je vais m'imposer, etc. Mais justement de frapper avec le cœur léger, où on s'implique pas plus que ça émotionnellement. Et de là, on peut passer d'abord de la frappe, puis après du toucher, puis d'aller vers des choses de plus en plus subtiles. Parfois juste un regard comme ça avec une intention, ça peut affecter l'état émotionnel de l'autre, et tout ça c'est pas inintéressant, même pour la self-défense. Voilà, et pris comme ça, le non-contact peut être l'aboutissement d'un travail de plusieurs années, voire en tout cas d'un bon moment. C'est pas quelque chose, à mon avis, qui est très intéressant pour les débutants, mais qui peut affiner les perceptions et qui est pas inintéressant. Alors évidemment, sans tomber dans le dressage, dans la psychologie sociale, dans l'usage des névroses, etc., qui assujettissent les élèves, comme dans ce genre de vidéos. Et bien sûr que c'est facile de jouer sur les leviers psychosociaux, sur les dynamiques de groupe, sur les névroses des jeunes gens qui nous donnent notre confiance. D'ailleurs à ce sujet, j'ai adoré, là il n'y a pas longtemps, j'ai mon ami Jordi qui a fait un interview de Christian Tissier, un maître d'aïkido français comme ça, que j'ai trouvé très 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 droit dans ses bottes, très très clair. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description de l'interview complet qu'il a fait de Christian Tissier là-dessus. Voilà, il y a Christian Tissier qui disait ça, quoi. Jusqu'à quel point on peut mentir, enfin, on pourrait mentir aux gens. Jusqu'à quel point on pourrait les amener quelque part, quoi. Quand est-ce que je vais pouvoir faire ça et qui chuteront là? Non, je plaisante. Voilà, c'est cette légitimité-là que... Et il faut pas basculer dedans. C'est pour ça que j'expliquais. On fabrique pas des victimes. Okay. Ce qu'on veut, c'est que les gens deviennent égaux à ce qu'on est. Et c'est eux qui vont te pousser. Après, quand tu fabriques des gens qui obéissent au doigt à l'ordre, parce que tu as fait ça, ils tombent. Intérieurement, tu sais que c'est pas ça. Tu peux même vendre de l'aliénation aux gens, comme ça, en utilisant ce qu'on appelle les double binds, des doubles contraintes. Hein, comme là, par exemple. So you have to practice according to the very, very pure way and try to do the things that sensei do, not what you think he is. La double contrainte comme ça, si en plus vous l'associez d'une petite transe hypnotique de confusion comme ça peut embrouiller les élèves, c'est terrible. Moi j'en ai fait l'expérience, quand j'étais un jeune pratiquant comme ça, je ne vais pas dire avec qui, ça n'a pas d'intérêt, mais j'avais un professeur comme ça qui passait son temps à répondre à côté et à créer des transes de confusion aux élèves. Et moi je comprenais pas, j'étais incroyablement assidu, je m'entraînais tous les jours pendant des années, etc. J'étais très assidu, et puis à un moment donné j'ai fait attends, stop. Je me suis rendu compte, j'ai accepté l'hypothèse que peut-être mon prof m'embrouillait en fait. Et là j'ai commencé à mettre des bouchons dans mes oreilles et j'ai regardé ce qu'il faisait à la manière d'un anthropologue justement. Vous savez, un anthropologue quand il arrive dans une culture qu'il connaît pas, il doit essayer d'oublier comme ça tout ce qu'il connaît, tous les allants de soi de sa propre culture, toutes ses hypothèses, il met tout de côté, il essaie de revenir aux faits. C'est super dur, c'est quasiment impossible d'avoir accès aux faits bruts comme ça. Mais en tout cas on peut faire cet effort d'essayer de tendre vers ça.
Et à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'ai vu? Ça y est, j'ai compris. J'ai commencé à voir que justement, il embrouillait des élèves. Alors, est-ce qu'il le faisait consciemment ou non? Ou est-ce que c'était juste un très mauvais pédagogue? Je ne sais pas. Et ça fait partie d'un bon hypnotiseur, comme ça, d'avoir cette ambiguïté, de cultiver cette ambiguïté d'ailleurs. Et voilà, et à partir de ce moment-là, mes progrès ont fait chou, comme ça, et là j'ai commencé à craquer un peu son système, voilà. Et je trouve ça terrible, parce que ça embrouille, et je vois des gens qui sont encore là-dedans depuis 15 ans, 20 ans parfois, et qui ont un niveau très 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 médiocre, justement parce qu'ils se font littéralement mener en bateau, comme ça. Je trouve ça terrible. Vous avez aussi un karatéka qui s'appelle George Dillman, qui est un grand nom du karaté américain, comme ça, qui s'est fait allumer par les sceptiques américains, justement, parce que George Dillman, c'était un ancien champion de karaté, je veux dire, c'est un très bon karatéka, moi-même j'ai fait quelques séminaires avec lui, etc., j'ai déjà vu mettre KO des gars, etc., il connaît bien son job, ça fait un petit moment qu'il essaie d'expliquer pas mal de choses avec un langage comme ça, un peu pré-rationnel en fait, hein, mystico-gélatineux pré-rationnel. Chi, it flows throughout the body. Ce qui a naturellement amené des équipes de scientifiques et de sceptiques à venir travailler avec lui. Ça a fait le tour de la toile, voilà, hein, vous avez notamment dans ces images là où vous voyez des sceptiques qui disent vas-y, mets-moi KO sans me toucher avec ton chi, etc. Alors, naturellement ça marchait pas du tout. It didn't work. Et c'était génial parce qu'on voyait Dillman dans ce documentaire comme ça qui nous expliquait oui mais c'est parce que il avait ses talons posés au sol et que du coup ça change la polarité yang-yin du chi qui fait que c'est génial parce que si vous regardez dans le miroir derrière en fait il a pas du tout ses talons il a les talons normalement posés en fait donc If I say I'm gonna knock you out and you raise one toe and push one toe down, can't knock you out. Mais là, on est vraiment dans des effets bien connus de la psychologie sociale qui disent non, il faut maintenir la narration qui soude le groupe, il faut la maintenir à tout prix, même si on a recours à ce qu'on appelle des hypothèses ad hoc. Voilà, c'est pas grave. Voilà, tout ça, ça a été bien expliqué par la psychologie sociale. Je vous mettrai aussi un lien comme ça dans la description si vous voulez aller voir les expériences originales de ce type de rationalisation a posteriori. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, notamment en la partageant sur internet, hein, ça nous aide bien toute notre équipe pour faire connaître un petit peu le travail d'Hypnomachie. Vous avez aussi la page Facebook, si jamais vous avez envie de nous rejoindre pour discuter et approfondir les sujets, poser vos questions, etc. Est-ce que vous aussi vous avez connu un petit peu ce genre de phénomène dont je parle? N'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, ça m'intéresse un peu de connaître aussi votre vécu sur le sujet. Et puis si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous avez la page Tipeee que je mets aussi donc dans la description. Voilà, et je vous dis à la prochaine, je vous laisse avec quelques exemples de projection à distance. Salut Internet. T'as pensé à l'hypothèse que le mec, genre, il se brosse juste jamais les dents?